Mais je veux dire, on a tous en nous la possibilité de basculer dans une forme de sauvagerie. Et ce qui nous retient, c'est la relation sociale, c'est le lien à l'autre. Et on développe l'empathie parce que justement, on fréquente les autres. Et si on est tout isolé dans son coin, on redevient sauvage, on redevient un animal. Le poème, ce serait presque une apparition. L'apparition d'un fantôme qui surgit comme ça, et en un instant précis, il faut saisir cette image. Tandis que le roman, c'est une présence qui vous obsède comme un fantôme qui hante vos nuits et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ce fantôme ne veut pas vous laisser. Et vous vous mettez à écrire et vous trouvez beaucoup plus que ce que vous cherchiez. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue au sein de Réseau l'école de méditation pour cette nouvelle rencontre, cette avant-dernière rencontre de l'année co-organisée par donc, Réseau et le média culturel Zone Critique en présence d'Ève Guéra. Ève Guéra, enchantée. Merci beaucoup d'être présente ce soir. Donc nous t'accueillons pour ton roman Rapatriement qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman cette année et le prix Transfuge du meilleur premier roman français. Et donc, ton récit met en scène le personnage d'Annabella, dont le père meurt dans un accident, dans des circonstances un peu troubles, alors qu'Annabella est étudiante. Et avec sa famille, elle veut rapatrier le corps, puisque son père meurt en Afrique, mais les frais sont très élevés. Et l'entreprise pour laquelle travaille son père eh bien, ne souhaite pas participer financièrement à ce rapatriement. Et donc, un conflit naît de cette situation. Donc c'est un récit très riche qui brasse de nombreux thèmes, le thème de l'identité, de la mémoire, des relations familiales, mais c'est aussi un très grand récit sur, je trouve, l'énigme de la disparition. Disparition d'un père d'abord, puisque dans une scène assez frappante, le père disparaît pendant plusieurs mois, alors que Annabella est très jeune et laisse sa famille seule, disparaît dans la brousse. Disparition à nouveau de ce père un peu avancé à mort, puisque en fait, pendant plusieurs mois, eh bien, on n'a aucune nouvelle de lui, toutes les traces, aucune trace bancaire, comme s'il n'existait pas, dit la banquière qui règle la succession d'Annabella. Et puis aussi une disparition presque fantastique d'une ville, la ville de Mounana au Gabon, dans laquelle grandit ton personnage d'Annabella, une scène sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne. Et puis voilà, disparition des souvenirs, du visage de la grand-mère, du visage de la mère, de tous ces souvenirs qui remontent à la surface de la conscience de ton personnage dans le cadre de cette quête, de cette enquête sur la mort du père. Donc c'est un récit où la poésie occupe une place fondamentale, qui revisite donc l'enfance africaine d'Annabella. Et c'est pour cette raison que je suis très très heureux de t'accueillir ce soir ici, puisque eh bien, précisément l'enjeu de ces rencontres, c'est de montrer comment la littérature n'est pas quelque chose de froid, d'abstrait, mais résonne de manière très profonde avec notre existence. Et c'est pour ça qu'en fait, ça nous semblait important de les organiser dans ce lieu, puisque pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce lieu, vous êtes au sein de Réseau l'école de méditation, donc qui est voilà, une école fondée, enfin qui est la plus grande école de méditation en France, fondée par Fabrice Midal. Et notre enjeu, c'est vraiment de présenter la méditation dans sa dimension très originaire, c'est-à-dire un rapport à la présence, un rapport à l'existence, voilà, s'asseoir, se rendre présent et cultiver une forme de présence et d'attention à l'intensité de la vie qui nous traverse, des sentiments, des émotions, des pensées, du monde de l'être. Et c'est précisément pour ça que ça me semble très intéressant de t'inviter, c'est que ton récit pose des questions existentielles, fondamentales, et au cœur de celle-ci peut-être la suivante: que peut la littérature face à la souffrance? Et peut-être pour évoquer cette question ensemble, on pourrait partir de tes personnages, pour commencer, et d'abord d'Annabella. Est-ce que tu pourrais nous présenter Annabella? Qui est-elle? Annabella est au début du livre, c'est une jeune femme de 23 ans qui vient d'apprendre la mort de son père. On
on découvre très rapidement qu'elle est étudiante en lettres et aspirante écrivain. On ne sait pas vraiment si elle veut devenir professeure ou écrivain. Elle est dans cet état un peu ambivalent où elle n'arrive pas vraiment à se positionner. Et surtout, on comprend que c'est quelqu'un qui vit dans le monde des illusions et des mensonges. C'est-à-dire qu'elle vit dans une fiction d'elle-même qu'elle a construite pour pouvoir presque échapper à la réalité. Et peut-être que sa vie est son œuvre, puisqu'elle n'arrive pas à écrire un livre et elle ne cesse d'inventer des fables autour de sa vie auprès de son conjoint, à qui elle a raconté que son père était mort 2 ans auparavant et qu'elle est une étudiante boursière, alors que ce n'est pas le cas. Son père n'est pas mort il y a 2 ans et elle n'est pas boursière. Elle reçoit, en tout cas jusqu'à une période très récente, elle recevait de l'argent de son père. Et surtout, c'est quelqu'un qui a une vision très romantique de la littérature. C'est-à-dire que pour être écrivain, il faut vivre seul, il faut s'isoler. Et la littérature est un idéal de la solitude, et surtout, il n'y a d'écrivains que de grands écrivains. Et à partir de là, on voit déjà qu'elle fait fausse route en tout point, parce qu'elle se drape dans son orgueil, dans son ego. On ne devient pas un grand écrivain du premier coup. Tous les grands écrivains ont raté des romans. Ils ont même... ce qu'on admire, c'est le sommet de l'œuvre, mais le sommet de l'œuvre, parfois, arrive très tard. Et elle voudrait être un génie à 23 ans. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, pendant tout le récit, on sent qu'elle essaye de protéger un espace de création, puisqu'elle vit dans cet idéal, comme tu dis, de la nécessité de la solitude pour créer, etc. Ce qui crée chez elle une forme de cruauté aussi, ou un rapport très ambivalent avec ses relations, les personnes qu'elle rencontre. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette relation entre la cruauté dont elle fait preuve et cette nécessité de préserver cet espace de solitude créatrice? Elle est convaincue qu'en fait, la liberté, c'est quelque chose qui s'arrache. Et elle est convaincue que c'est quelque chose qui s'arrache parce qu'elle admire des auteurs qui ont un parcours particulièrement douloureux. L'auteur le plus important dans son parcours, c'est Baudelaire, qui est évoqué dès l'âge de 13 ans. Dès l'âge de 13 ans, elle admire Baudelaire, elle admire Les Fleurs du Mal, elle admire particulièrement ce poème très beau qui est Harmonie du soir. Et Baudelaire, c'est quelqu'un qui a, dans un premier temps, tourné le dos à sa famille. Et c'est ce que Léon Bloy appellerait un mendiant ingrat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin des autres, mais qui fait preuve d'une immense ingratitude, parce qu'il est convaincu de sa supériorité d'être humain. Et précisément, cette ambiguïté, elle se retrouve au cœur de la relation que Annabella entretient avec son père, justement, qui est quand même un des motifs principaux de ton roman. Et au sujet de celui-ci, donc, puisque ton roman retrace toute cette relation très, très ambiguë, très complexe, eh bien, tu dis ceci, ou Annabella dit ceci: il existe au moins 2 visages de ce père, l'un lumineux et l'autre dans la brousse, où plus personne n'entre. Ce visage de mon père devenu fou dans l'excès d'alcool, s'agitant sur le corps de Betty. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter aussi ce père? Qui est-il? Et puis, est-ce que ton roman est aussi une tentative d'essayer de comprendre la complexité de ce personnage et puis de rassembler justement ces deux visages de ce père très, très complexe lui aussi? Je pense que ce qui motive l'écriture du livre, c'est quelque chose d'extrêmement égoïste et pas du tout... on n'est pas dans l'idéal de la littérature. C'est l'envie pour moi de retrouver les lieux perdus et les êtres perdus. Au moment où j'écris le livre, je suis dans un état de solitude extrême. Je suis hospitalisée et je vais très mal physiquement. J'ai perdu la mobilité de mes jambes. Je ne vais pas détailler ça, mais je suis dans un état d'extrême solitude et de très grande détresse émotionnelle. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis autant en colère et pourquoi je n'arrive pas à me remettre de ce deuil. Tous les jours, des gens perdent leurs parents, mais ils ne se retrouvent pas à perdre la mobilité de leurs jambes, à être dans une telle détresse émotionnelle. Et donc, il y avait cette colère, et cette colère, il fallait pouvoir la regarder en face. Qu'est-ce qui fait que je suis à la fois triste et en colère, et qu'est-ce qui fait qu'à la fois ce deuil ne parvient pas à me quitter, et en même temps je suis incapable d'aller sur la tombe de mon père?
En fait, le début du livre, c'est d'abord un poème que je n'ai pas gardé dans le roman et qui a fini par être un poème de corps profond. C'est Je ne fleuris plus. Le poème commence par Je ne fleuris plus la tombe de mon père. J'ai fui, etc., etc. J'ai fui les lieux de l'enfance, et donc là je décris Saint-Palais. Et quand on a lu Rapatriement, on comprend Saint-Palais, qu'en fait, donc, qui est peut-être, tu peux nous dire. oui, Saint-Palais qui est la ville où le père a grandi et où elle doit retourner pour pouvoir trouver les moyens du rapatriement et où le père sera à la fin enterré. Et elle a fui sa famille, elle s'est éloignée de sa famille et elle a fui ce père. Elle a fui ce père qu'elle trouvait... Alors, est-ce qu'elle l'a fui parce qu'elle en avait honte, parce qu'il ne correspondait pas à son idéal de ce qu'elle voulait devenir, c'est-à-dire un écrivain? Est-ce qu'elle a fui son père parce que son héritage, en tout cas, était contestable, c'est-à-dire que c'est un grand misogyne, un homme violent, qui a un rapport très compliqué aux femmes? Et en même temps, c'est quelqu'un qui va jusqu'à une période très récente, en tout cas jusqu'à ses 20 ans, être du côté du père. Elle va défendre ce système de domination et elle va être du côté de cette violence. Donc, en fait, elle-même, elle est très ambivalente. Je ne pensais pas vraiment faire un personnage ambivalent. Le personnage s'est révélé comme tel. Il s'est révélé comme tel dans sa complexité, c'est-à-dire que lorsque j'ai regardé les choses en face, j'ai retrouvé un père très tendre et en même temps j'ai dû créer un père de fiction. C'est-à-dire que la violence, elle a vraiment existé, la tendresse aussi, mais je ne peux plus tout dire parce que sinon personne ne m'aurait cru. Parce que j'avais un père complètement fou. Mais j'ai créé ce personnage de fiction complètement ambivalent parce que justement, je me suis rendu compte quand je l'écrivais que les personnages que j'aimais, c'était les personnages qui, lorsqu'on lisait le livre, se dévoilaient au fur et à mesure de la lecture. Au moment où j'écris le livre, je reçois La splendeur du Portugal d'António Lobo Antunes. Quelqu'un me l'envoie par la poste, etc. Et Tu peux peut-être dire qui est cet auteur pour ceux qui ne connaissent pas. C'est mon écrivain préféré. António Lobo Antunes, c'est un écrivain portugais encore vivant qui a écrit de très très beaux livres sur la guerre en Angola. Il était psychiatre pendant la guerre en Angola, donc il est allé travailler pendant la guerre en Angola en tant que psychiatre. Ah, juste une toute petite... Il allait travailler... Attends, on va juste remettre le... Et il était psychiatre pendant la guerre en Angola, et donc il a vu cette guerre d'indépendance. Et dans La splendeur du Portugal, donc tous ces livres parlent de ça. Soit, alors dans Le cul de Judas, le personnage principal est une métisse. Dans La splendeur du Portugal, c'est un métis, mais un homme qui a quitté l'Angola et qui vit maintenant au Portugal. Au début du livre, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a eu raison de tourner le dos à sa famille, parce qu'il a été maltraité du fait de son métissage. Il a été déconsidéré, etc., etc. Et puis on découvre, en changeant, parce qu'il y a deux voix qui s'alternent, on découvre en écoutant, en lisant la deuxième voix, qu'en fait, la mère adoptive de cet enfant se plaint de ne pas avoir de nouvelles de son fils et ne comprend pas pourquoi son fils lui a tourné le dos. Et comme, en fait, la vérité est l'objet et le but du livre, il alterne ses voix, si bien que le lecteur, en fonction du point de vue qui s'exprime, en vient à douter à chaque fois. Et surtout, celui qui m'a montré encore une démonstration plus forte de comment on peut construire un personnage ambivalent, c'est Proust. Proust, dans La recherche du temps perdu, va construire le personnage de Robert de Saint-Loup, qui est un ami, quelqu'un d'amical, l'aristocrate qui n'est pas snob, qui ne va pas déconsidérer quelqu'un qui n'appartient pas à l'aristocratie ou à son milieu social. Et vers les derniers tomes, on découvre en fait que c'est quelqu'un d'extrêmement malveillant, qui fait des choses en douce. Il cachait son homosexualité qu'il ne voulait pas assumer. Il rend sa femme jalouse en prétendant avoir des amantes, alors que le véritable amant, c'est Morel. C'est un homme. Et donc tu lis ça pendant que tu construis? Je lis ça pendant que je construis, et je me dis qu'il faut que je fasse... il faut que je fasse du personnage du père faut que je fasse du père un personnage. Et donc, du coup, le personnage du père n'est pas vraiment mon père.
c'est réellement une fiction. C'est-à-dire que c'est un mélange de tous les misogynes que j'ai pu croiser. C'est un mélange de néocolons qui s'installe en Afrique et qui a une vision très haute et très supérieure de ce qu'il est en tant que blanc. Et surtout, c'est quelqu'un qui vit dans la fiction de lui-même. Il se considère comme un blanc expatrié, alors qu'il est surtout pauvre, c'est un ouvrier. Et donc, comment lui-même entretient cette fiction, et au fur et à mesure, cette fiction, comment elle va s'étioler au fur et à mesure. Parce qu'au début, on est convaincu que c'est un expatrié qui gagne bien sa vie. Et le lecteur est convaincu de cela. Et puis, on découvre que c'est surtout un homme pauvre. C'est surtout un homme isolé. Il est surtout alcoolique. Et donc, effectivement, le personnage se dévoile progressivement et la complexité, l'ambiguïté des relations entre Annabella et son père se dévoile progressivement. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment frappant, au fond, dans ton récit, c'est que tu montres comment, en fait, la littérature redonne au réel sa complexité relationnelle. Et donc, ça, on le voit à travers la relation entre Annabella et son père, mais aussi sa mère, en fait, puisque la mère d'Annabella, enfin, ce qui m'a marqué, c'est que précisément, il y a cette même ambivalence qui touche la relation entre les deux personnages, et en fait, qui se manifeste au moment où, par exemple, Annabella apprend ou croit apprendre la mort de sa mère, et où peut-être elle a une réaction que n'attend pas du tout le lecteur, en fait, puisque tu dis qu'elle se croit soulagée, en fait. Oui, elle se croit soulagée de cette disparition d'une mère qui pourrait être embarrassante pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle est embarrassante dans le roman? Parce qu'elle est faible. Annabella reproche à sa mère d'être faible. Et Annabella est une femme qui a été éduquée par un grand misogyne. Donc en fait, elle déconsidère les femmes. Elle n'a aucune estime pour les femmes. Et donc comme elle n'a aucune estime pour les femmes, d'ailleurs même on le voit, quand elle parle d'elle au masculin. Elle veut être un écrivain. Ça m'intéressait de voir comment une personne pouvait être aliénée au point de se détester elle-même. Parce qu'en détestant sa mère, c'est elle-même qu'elle déteste. Et précisément, tu montres bien comment finalement cette faiblesse de la mère, elle est aussi liée à un schéma colonial, en fait, comme tu l'évoquais tout à l'heure, que le père reproduit sur la mère. Et ce que tu montres aussi dans cette relation, je trouve, c'est la violence de la domination économique du père sur la mère. Et à ce sujet, tu écris un passage particulièrement frappant, une scène de violence très forte. Le père d'Annabella et sa mère organisent une réception, et soudain, la colère du père éclate. Je trouve que tu es très forte pour décrire justement cette explosion de colère, enfin l'énigme de cette colère qui explose. Est-ce que tu pourrais nous lire ce passage? Oui. Alors tout le monde va faire une dépression nerveuse après. on parlera de sujets plus joyeux après. Peut-être qu'on peut commencer là, et puis on termine là. Ok. Ouais. Vous voulez un peu de champagne? Répétait ma puce, et oh, il faut voir s'il reste des pommes de terre. Et la colère d'ivrogne de mon père a éclaté sur le visage de maman, et sa robe claire, chassant tous les convives, les familles d'abord, celles qui devaient coucher les petits, les nourrissons, et même les enfants qui n'avaient pas besoin d'être couchés. Et ce fut au tour des couples un peu saoux, et Mario, ensuite le dernier, quand ça a éclaté, la colère d'ivrogne de mon père, contre maman, qui l'aime pourtant. Après le dernier invité et la porte close, les mains de mon père sur son cou, la décollant comme une poupée contre le mur à 10 centimètres du sol. Qu'est-ce que tu foutais? Et ça a éclaté dans le couloir et la chambre, faisant exploser les meubles contre la porte et le mur. La colère de mon père a cassé le monde. Excuse-toi sur le champ, je t'ai trouvé sur le bord de la route pieds nus, tu n'es rien du tout, une petite villageoise, je t'ai lavé, sortie de la misère, tu as lavé ta tête pleine de poux ici, tes fesses sales, ta bouche qui pue, j'ai donné de l'argent à ta famille, à tes frères, à tes sœurs, à ton oncle, tu te souviens? Et tout ça pourquoi? Pour que tu me chies à la gueule? Pour que tu me manques de respect chez moi? Dans ma maison, tu oses m'humilier devant mes amis, une fille qui venait les pieds sales, ne savait même pas parler le français. Maintenant, elle m'humilie devant mes collègues de travail. Moi, pas pouvoir parler français, pardon, patron. Sa bouche sale comme ses fesses, et maintenant elle répond, reviens ici, viens ici, regarde-moi quand je te parle.
que tu pourrais revenir un peu pour nous sur cette Scène. cette scène et puis Oui. ce schéma de domination coloniale, en fait, du Oui, père sur c'est sa un femme. homme qui aime sincèrement cette femme, mais il a choisi une femme qu'il va pouvoir contrôler. Il a choisi une femme qui a 16 ans, alors que lui, il en a 40, une femme pauvre, et presque une femme qu'il achète, puisqu'il donne de l'argent à sa famille pour pouvoir être avec elle. Donc en fait, il achète une poupée. Et comme il a conscience de sa supériorité, parce que en fait, quand on est même très pauvre en France, on est beaucoup plus riche que n'importe quel Africain. Moi, à chaque fois, les gens me disent oui, mais j'ai gagné 400 euros, mais quand vous convertissez en CFA, c'est beaucoup d'argent. Et 100 euros, c'est presque un bon salaire. Donc, il arrive avec un salaire d'employé, de mécanicien, mais c'est un très bon salaire pour, en tout cas sur place. Et donc, il y a une domination économique qui s'installe. Et comme il a ce sentiment de puissance du fait de sa domination économique, il considère que tout le monde doit être à son service, et même sa femme. Et si sa femme, qui, à l'époque, quand il apprend, elle est très jeune, c'est une toute jeune femme, décide de grandir, parce que quand on a 16 ans, on est une adolescente, et quand on en a 20, on a grandi, on n'est plus une adolescente, et on ne veut peut-être pas se laisser faire et se laisser embobiner par un homme qu'on aime, mais qui nous tient un peu sous sa coupe, eh ben, il ne le supporte pas, et donc il fait preuve de violence à l'égard de cette femme. Et cette femme, puisqu'elle a intégré que bah, c'est normal, puisque comment dirais-je, il fournit tout ce qui est nécessaire, l'argent, le statut, elle intègre tout cela jusqu'au moment où sa vie est en danger. Et là, on a une scène où elle est tellement frappée qu'elle se retrouve inconsciente dans une mare de sang. Et là, elle est obligée de partir. Et ça fait partie effectivement des scènes frappantes que tu mets enfin que tu décris, voilà, avec cette puissance poétique que tu nous as lue et qui se déroule du coup dans la ville de Mounana, Oui. Donc qui est une ville qui disparaît. Qui disparaît. Est-ce que tu pourrais déjà revenir sur cette ville, Mounana, et comment est-ce qu'une ville disparaît? Une ville disparaît si toute son économie repose sur des fonds extérieurs. Dans le cas de Mounana, c'était une entreprise de manganèse française. Qui se situe au Gabon. Qui se situe au Gabon, une entreprise de manganèse qui était une entreprise française. Il y a eu un accident sur un chantier, et cet accident donc, a remis en cause la viabilité de l'exploitation de la mine et donc la fermeture. Or, cette ville est une ville entièrement construite par les expatriés qui se sont installés. Donc, quand les expatriés partent, les Allemands, les Russes, etc., qui travaillaient dans cette exploitation manganaise, bah, la ville n'existe plus. Et le père de Annabella, qui travaillait à ce moment-là dans une exploitation de bois qui demeurait en relation avec l'exploitation de manganèse parce qu'elle fournissait le bois pour construire les maisons, etc., cette entreprise de bois périclite, et le père d'Annabella, qui n'a pas un contrat qui le protège assez, ne peut pas être rapatrié. Et donc, c'est la première fois qu'ils se retrouvent, en tout cas le père et la fille, se retrouvent coincés dans un lieu sans pouvoir y bouger. On bougeait. Et donc, tu décris, les expatriés partent, la piscine n'est plus nettoyée, il y a comme ça une sorte de dégradation progressive, de disparition un peu fantastique de la ville, en fait. Tout à fait, et le père devient fou. Et en fait, ce qui contenait un peu la violence qu'il a en lui, c'est la sociabilité. C'est-à-dire que mais je veux dire, on a tous en nous la possibilité de basculer dans une forme de sauvagerie. Et ce qui nous retient, c'est la relation sociale, c'est le lien à l'autre. Et on développe l'empathie parce que justement, on fréquente les autres. Et si on est tout isolé dans son coin, on redevient sauvage, on redevient un animal. Et le père redevient un animal parce qu'il est isolé. Il sombre dans la folie, il sombre dans l'alcoolisme, il sombre dans la violence. À un moment donné, il se met à tirer sur un serpent. Et il tire sur un serpent et il parle au serpent. Comme si c'était un être humain. Et voilà. Et donc, quand il décide de partir de là, Annabella, en fait,
Parce qu'en fait, comme on y va progressivement, on découvre en fait que ce n'est pas la première fois que le père débloque comme ça. Et donc on se questionne sur la violence, d'où vient cette violence, et on découvre en fait que... Alors, moi ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'en fait il n'était pas né violent. C'est quelqu'un qui, comment dirais-je, a été abîmé par la vie. C'est quelqu'un qui a été abîmé par la vie et qui avait un parcours trop cabossé pour ne pas que ça ressorte. Il a dû se faire lui-même. Il se retrouve en Afrique, mais parce qu'il ne trouve pas de travail en France, donc il va un peu à l'aventure, dans ces lieux reculés du monde où il est complètement livré à lui-même, à son alcoolisme. Et pourquoi part-il en Afrique? Parce qu'en fait, il n'a plus de place au sein de sa famille. Et donc la famille est complètement dysfonctionnelle. Et on comprend en fait que c'est un parcours d'errance. La famille a quitté l'Italie pour s'installer en France. C'était des maçons pauvres. Le grand-père est alcoolique et violent, bat la mère. Il part, il abandonne la mère qui, à une époque, ne peut pas travailler, parce que les femmes ne travaillaient pas à cette époque-là. Donc le père vit dans une très très grande misère. Et très vite, il doit travailler pour aider sa famille. Donc c'est quelqu'un qui a, dès l'âge de 15-16 ans, dû affronter la vie. Et donc, oui, l'alcool a dénaturé sa conscience, mais c'était aussi une protection pour lui. Et effectivement, à la fois cette misère et cette sauvagerie de ce père alcoolique, de la même manière que la disparition de la ville qu'on évoquait, tu l'as décrit avec de la prose fracturée, entrecoupée, en fait, de fragments poétiques. Et donc c'est ce qui fait en fait la singularité de ton texte. Et pourquoi avoir fait ce choix littéraire voilà, si on en vient un peu plus à la question de la langue, pourquoi est-ce que tu as senti, par exemple, je pense à cette scène frappante de la disparition de la ville de Mounana, pourquoi est-ce que tu as senti le besoin d'intégrer dans ta prose des fragments poétiques? Qu'est-ce que ça apporte à ton récit? Et derrière ça, la question c'est, est-ce que la poésie t'a permis de dire quelque chose que la prose ne peut pas exprimer, au fond? Je ne dirais pas ça en ces termes-là. Je pense que véritablement, moi, la question de la prose et de la poésie ne se pose pas parce que pour moi, c'est un même élan. C'est un même élan. L'espace du roman est juste un endroit où on peut se perdre plus longuement. Et on peut s'exprimer plus longuement et même trouver des choses qu'on ne pensait pas trouver. Alors que, en fait, si on doit utiliser une analogie ou une image, le poème, ce serait presque une apparition. L'apparition d'un fantôme qui surgit comme ça, et en un instant précis, il faut saisir cette image. Tandis que le roman, c'est une présence qui vous obsède comme un fantôme qui hante vos nuits, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ce fantôme ne veut pas vous laisser. Et vous vous mettez à écrire et vous trouvez beaucoup plus que ce que vous cherchiez. Et donc, comme l'espace du roman est très vaste, et en fait, il nous éprouve, c'est vraiment très intense d'écrire un roman. Tous les poètes que je connais qui ont essayé d'écrire des romans, c'est très dur, parce qu'on se dit, oui, un roman, c'est facile. Non, c'est vraiment très dur d'écrire un roman, et surtout, ça dure pendant longtemps. Et donc, parfois, on trouve des choses qu'on ne cherchait même pas. Et quand j'écris ce roman, il y a des moments où, pour moi, la phrase, c'est quelque chose que j'ai compris en devenant enseignante, c'est que parfois les mots, pour moi, c'est plutôt du son que du sens. Et je me souviens qu'un truc, une anecdote, mais drôle, qui s'est passé en cours, je dis à un élève, mais gourgandine, c'est une fille idiote. Et un élève qui lève la main et qui dit, mais non, madame, une gourgandine, c'est une prostituée. Et donc on ouvre le dictionnaire, parce qu'il y a toujours des dictionnaires dans les classes. Et oui, il avait raison. Mais pour moi, gourgandine, gourde, et donc ça faisait écho à ça. Et donc, en fait, si les mots pour moi sont du son, du coup la phrase, elle est plus liée à une mélodie. Et je l'arrête quand le souffle est retombé. Comme une phrase musicale, je l'arrête. Et que ce soit une phrase ou un paragraphe, ou même un vers, pour moi, c'est plus une unité de souffle que de dire je fais des vers. Et je pense qu'en fait, les premiers romans, c'était des romans en vers. Homère, quand vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, alors aujourd'hui c'est en prose, parce que c'est traduit en prose, mais ce sont des vers.
Et néanmoins, c'est un roman, parce qu'il y a l'espace de la digression, il y a l'espace de la polyphonie, il y a la possibilité pour les personnages de se retourner, de changer, de modifier, ce qu'on ne peut pas avoir dans l'espace d'un poème, qui est une forme close, courte. Et donc, je ne pense pas en termes de vers ou de prose. Je pense en termes de souffle et de mélodie. Et de souffle et de flux aussi, parce qu'en fait, et de flux. Effectivement, j'ai l'impression que ton récit se construit autour de, voilà, d'un procédé qu'on pourrait appeler le flux de conscience. Je ne sais pas si tu l'acceptes ou pas, mais en tout cas, il y a une sorte de flux tendu d'images, de rêveries, de souvenirs qui organise ton récit et qui est possible parce que tu malmènes un peu la ponctuation, précisément, tu fais beaucoup de sauts à la ligne. On l'a dit à l'instant, en fait, tu fractures ta prose de courts fragments poétiques. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus, parler un peu plus de ce procédé, peut-être de la nécessité que tu as eu de l'utiliser pour dire ce que tu avais à dire? Je crois que les gens qui aiment profondément la langue l'attaquent. Mais ce n'est pas d'une manière orgueilleuse que je dis ça. C'est quand on a admiré des poèmes ou des livres, on se demande mais comment arrive-t-il à faire quelque chose d'aussi remarquable? Et j'ai toujours vu que j'admirais les œuvres dont la forme coïncidait avec le fond. Et en fait, Annabella est dans un état de chaos. Et comme elle est dans un état de chaos et qu'elle est en action, le titre rapatriement, donc on a le radical plus le préfixe ment qui indique une action en train de se faire. Et en fait, l'action, c'est rapatrier le corps du père et le livre s'arrête au moment où elle trouve la solution. Donc elle ne cesse d'être en mouvement. Donc il y a des verbes d'action, mais elle ne réussit pas. Donc l'action est dans les tournures passives, de l'usage du passé composé, des tournures passives. Alors moi je ne savais pas, je n'avais pas vu quand j'écrivais ça. Et c'est une professeure de prépa qui a levé la main lors d'un entretien et qui m'a dit le seul verbe à la tournure active est à la dernière phrase du texte. J'ai rapatrié le corps de mon père. Et donc j'ai relu et je n'avais pas vu ça. Et en fait, je crois qu'inconsciemment, il y a une intelligence du texte qui échappe à l'auteur lui-même. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris, je suis dans un état de chaos, la langue devient chaotique. Alors, est-ce que j'ai accentué ce chaos dans le travail de relecture et d'écriture? Peut-être. Je crois que je n'aurais pas pu faire des paragraphes classiques et une langue canonique pour décrire un tel désordre intérieur. Et la fin, justement, se rassemble et tend vers on quitte le chaos pour aller vers une forme d'harmonie. Et justement, on le voit dans la construction des phrases. Au début, on a beaucoup de retours à la ligne. Le dialogue est enchâssé avec la prose, en tout cas se lie à la prose. Le dialogue se lie au récit. Et vers la fin du texte, on a de vrais paragraphes classiques, mais parce qu'en fait, elle est réconciliée. Au début du roman, Annabella vit ce que les philosophes appellent une absence au monde. Plus rien ne fait sens. Elle ne vit que dans le mensonge, dans l'illusion. La réalité n'existe presque pas pour elle. Et au moment où elle rapatrie le corps de son père, elle a rassemblé et compris qui était ce père. Et surtout, elle a compris ce qu'elle avait à faire pour l'avenir. Alors, on ne le sait pas, mais elle finit par comprendre ce qu'elle a à faire pour l'avenir. Et précisément, cette réconciliation, elle advient avec une transformation aussi de son rapport à la littérature. Puisque, quelques pages avant la fin du récit, Annabella est terrassée par la douleur et puis par le sentiment que la littérature ne la guérit pas, en fait. Et donc, elle envoie un mail à son enseignante de l'université et elle lui dit ceci: « C'est la littérature qui me fait souffrir, car elle fut une vérité annonciatrice que je n'ai pas su lire. » Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur ce geste d'Annabella, donc je ne l'ai pas dit, mais qui jette ses livres. Qui jette ses livres. Et voilà son émotion et son propos. Qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle exprime ici? Je pense qu'Annabella a un énième sursaut d'orgueil. C'est quelqu'un qui va instrumentaliser la littérature. Donc la littérature doit avoir une utilité. La littérature doit servir à faire de moi un écrivain, doit servir à me consoler lorsque je suis triste. Et en fait, c'est quelqu'un, puisqu'elle instrumentalise la littérature, elle passe son temps à tirer des citations. Elle n'a pas un rapport sensible aux œuvres. Et l'un des livres qui va prouver cela, c'est Molloy de Beckett.
elle lit pour la première fois Molloy de Beckett alors qu'elle est étudiante. Et elle va tirer des citations, elle va surligner des citations, et elle va abandonner, alors j'ai fait exprès qu'elle abandonne le livre chez sa grand-mère, la maison dans laquelle elle va retourner et retrouver le livre. Et elle va se rendre compte qu'en fait, elle avait relevé une citation qui aurait pu lui permettre de comprendre sa vie si elle y avait prêté attention. Et cette citation, qui est une citation de Beckett que j'adore, et moi, ça m'est vraiment arrivé. C'est-à-dire que, alors, c'était pas dans la maison de ma grand-mère, mais j'avais mon exemplaire de Molloy que j'avais annoté, surannoté. Je l'avais laissé dans mes sur mes piles de livres, etc. Tu peux peut-être me les lire d'ailleurs. Oui, elle est très belle, elle est magnifique. Alors, Molloy, pour donner un peu le contexte, c'est un personnage, alors c'est complètement burlesque, particulier. C'est un personnage qui, au début du roman, est assis dans sa chambre et il écrit des choses. Et on ne sait pas à qui il écrit, et il écrit en échange de nourriture. Donc un peu c'est c'est une métaphore de l'écrivain qui écrit, envoie des papiers pour des broutilles, quoi. Donc on lui donne de la nourriture, des bananes, enfin des trucs comme ça. Et il va devoir sortir de sa chambre parce qu'il apprend la disparition de sa mère. Alors est-ce que sa mère est morte? Est-ce que sa mère est partie? On ne sait pas. Et Molloy, on comprend en fait quand il sort de sa chambre qu'il n'est jamais sorti de sa chambre. Et l'une des premières scènes qui montre un peu le côté décalé du personnage, c'est qu'il rencontre un policier qui lui demande vos papiers, et lui, il le prend au sens littéral, c'est-à-dire qu'il sort de sa poche des papiers de journaux. Et il se retrouve à la police, au commissariat, parce qu'il n'a pas compris qu'on lui demandait ses papiers d'identité. Et en fait, que veut faire Beckett quand il fait ça? Il montre simplement l'absurdité de l'écrivain qui vit dans sa tour d'ivoire et ne se confronte pas à la réalité du monde. Et le personnage de Molloy ne peut pas être un écrivain, au sens où il ne demeure pas en relation avec le monde, il est enfermé dans sa tour d'ivoire. Et donc la phrase, et donc à la fin, donc il comprend en fait que voilà, il a tout échoué, il a tout raté, mais il n'avait pas compris. Et il dit ceci: ma vie, tantôt j'en parle comme d'une chose finie, tantôt comme d'une plaisanterie qui dure. Et j'ai tort, car elle est finie et elle dure encore à la fois, mais par quel temps du verbe l'exprimer? C'est beau, hein? Le jour où je pourrais écrire une phrase comme ça, je pense que je me sentirais bien. Et en fait, Annabella, puisqu'elle vit dans l'illusion, elle ne comprend pas en fait qu'elle a très vite, très tôt, été abîmée, que son existence était abîmée. Et donc les rêves qu'elle fonde ne sont pas des rêves adaptés pour elle. C'est-à-dire qu'elle rêve d'une vie bourgeoise alors que c'est une marginale. C'est une marginale. Elle a vécu dans les marges du monde, avec une éducation presque en pointillé, via le CNED où elle reçoit quelques cours, etc. Elle ne peut pas, comment dirais-je, concourir à armes égales avec ses camarades d'université qui ont fait un parcours exemplaire. Et cette nécessité de se relier à la réalité précisément, c'est ce que lui répond en quelque sorte son enseignante. Donc, en deux temps, d'abord, elle lui dit ça. Bien sûr, Annabella, que la littérature ne console de rien, mais un être qui connaît par cœur un livre est invulnérable, comme le dit si bien George Steiner. Alors pourquoi? Moi, j'en ai fait l'expérience. Et oui, connaître un poème par cœur, connaître un livre, alors on ne connaît pas forcément un livre par cœur, mais avoir des images qui nous reviennent de certains passages de livres aimés peuvent nous consoler dans des moments de grande détresse, parce que le livre, c'est l'imagination, c'est le pouvoir de l'imagination, et donc d'ouvrir les fenêtres quand on est enfermé en soi. Et si vous êtes malade, enfermé chez vous, etc., vous avez un livre, et par exemple, je me souviens, Nom de pays, où le personnage narrateur de la recherche imagine les lieux où il pourrait aller, et on a l'impression d'être dans ces lieux, tellement c'est beau ce qui est décrit. Et quand on préparait l'entretien, on se disait justement que c'est le lecteur qui actualise le texte. C'est le lecteur qui... L'écrivain ne possède pas le sens du texte. Chaque lecteur a un sens du texte. Et
et chaque lecture est recevable. Même si parfois elle peut nous contrarier, chaque lecture est recevable. Et donc, quand je lis des livres, il y a ce pouvoir d'évocation, de rêverie, d'imaginaire qui se déploie. Et c'est une consolation qui ne me quitte pas. C'est une consolation qui est forte, qui est durable. C'est comme écouter une belle musique, regarder un beau tableau, c'est quelque chose qui nous reste pendant longtemps. Et, et oui, donc l'importance de l'art, en fait, ça ne sert à rien, ça coûte cher, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour faire des imaginaires et en fait pour faire des hommes. Et à ce sujet, l'enseignante ajoute aussi ceci dans son mail qu'elle renvoie à Annabella. La littérature ne donne les clés du monde que si l'on se rend capable de l'interpréter. Elle ne sauve que parce qu'elle réintègre l'individu dans le collectif et la transmission. Est-ce que tu voudrais rien pour terminer, nous expliquer un peu cette phrase ? Je l'expliquerai simplement par cette idée que, alors, sans être professeur, etc., même dans la relation d'amitié, dans les amitiés littéraires, vous allez toujours avoir un ami qui va vous dire « mais tu devrais lire cet auteur ». Et on se dit « oh là là, il y a une lubie extraordinaire sur cet auteur ». Et puis on découvre en fait qu'il nous a proposé ce livre parce qu'il nous connaissait vraiment très bien et il savait que ce livre allait nous toucher. Et donc il nous ouvre quelque chose et il nous transmet quelque chose. La littérature est si vaste qu'on ne peut pas la maîtriser seule. Il faut des passeurs, il faut des lecteurs qui sont des libraires, des amis, des écrivains. Il y a des gens qui consacrent leur vie entière à la lecture. Il y a de moins en moins de grands lecteurs. Mais les grands lecteurs, lorsqu'ils existent, il faut les chérir et il faut les fréquenter. Parce qu'ils vont nous transmettre des textes qu'on aurait pu oublier. Moi, je me souviens quand j'ai pris mon poste là, à Saint-Louis, de la Guillotière, j'ai reçu des cours du professeur qui était là avant moi. 40 ans de cours, des textes que je ne connaissais pas, des textes d'Ésope, des vieilles fables, des textes littéraires, des passages. Alors j'ai redécouvert un passage sur la lecture de Proust que je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ce texte existait. Et cette femme, elle n'a pas écrit d'essai, elle n'a pas fait de... Vous n'allez jamais savoir qui c'est, Cathy Rousseau. Pourtant, c'est un puits de science. Et elle m'a transmis ses cours, elle m'a transmis ses fiches, elle m'a transmis ses documents. Et j'espère qu'un jour, moi aussi, je pourrai le transmettre. Et c'est en cela que c'est un art de la transmission à la littérature. Parce qu'il y a des grands lecteurs qui transmettent des œuvres à d'autres lecteurs. Et qui les reçoivent. Quand on arrive en cours et qu'on dit « je vais étudier à une passante », les élèves de 4e vont se dire « oh là là, pourquoi une passante ?» Et puis on a approfondi ce texte et on leur montre que ô toi que j'eusse aimé, ce conditionnel passé qui est totalement magnifique parce qu'il exprime un regret. Après qu'on ait décortiqué le texte, les élèves se disent « mais il est magnifique ce texte, madame, c'est comme un coup de foudre ». Je dis « oui, c'est comme un coup de foudre ». Mais il faut aller progressivement et comprendre. Et c'est ça le rôle du passeur. Alors sans être professeur, mais même à un niveau très simple, de donner à lire à des enfants, à un ami, à un proche, un livre qui nous a touchés. On joue un rôle de passeur et on participe de la transmission. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on lit des auteurs qui ont écrit il y a 2800 ans des livres. Merci beaucoup, Ève. Merci beaucoup pour... je pense que c'est une très belle manière de terminer cette... Et si vous avez maintenant des questions pour Ève, vous êtes toutes et tous les bienvenus. On va vous faire passer un petit micro. Il y a une première question juste là-bas. Merci de cette présentation. Une question que j'ai eue dès la fin de la lecture du roman, peut-être un peu personnelle, c'est est-ce que vous pourriez nous parler de vos émotions à raconter Annabella? Pas Annabella et son père, pas ses proches, juste inventer et raconter Annabella.
J'ai eu beaucoup de joie et parfois même des fous rires, parce qu'à un moment donné, ça m'a marché dans la rue, pieds nus. Et ce passage, j'en ai ri aux larmes quand je l'écrivais. Et en fait, c'est une réécriture de Beckett. Hein. C'est une réécriture de Molloy de Beckett quand il sort de chez lui et qu'il se met avec sa bicyclette toute cassée. J'ai réécrit un passage que j'admirais de Beckett. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à construire le personnage d'Annabella, qui est un personnage espiègle. Ce que je ne suis pas, enfin, je peux l'être, mais je suis moins cruelle qu'elle. J'aurais aimé être aussi cruelle qu'elle. J'aurais aimé être aussi ambivalente, aussi égoïste. C'est une véritable égoïste. C'est quelqu'un qui fait toujours le choix de sa propre personne contre les autres. Et c'est quelqu'un qui pense d'abord à elle-même et à sa propre... En fait, quand j'ai pensé à Nabila, je lisais aussi les premières pages de Mémoire d'une jeune fille rangée. Et donc, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir dit elle comprend en fait, elle comprend deux choses. Elle comprend qu'elle veut devenir enseignante parce qu'elle veut sauver ce qu'elle sait en le transmettant. Sauver deux fois ce que l'on sait en le transmettant. Donc il y a un passage très drôle où elle raconte qu'elle apprend des choses, elle s'entraîne à l'enseigner à sa petite sœur, donc elle s'entraîne presque à devenir professeure alors qu'elle a 11-12 ans. Et le deuxième passage, c'est quand elle comprend qu'en fait, elle veut vivre pour elle. C'est-à-dire une vie à soi, une vie pour soi. Pas une vie qui dépendrait... Alors, c'est un choix égoïste et contestable parce qu'on finit par comprendre que comment dirais-je, c'est quelqu'un aussi qui va défendre le principe de relation, notamment d'amitié. Simone de Beauvoir est farouchement attachée à l'amitié. Mais elle est convaincue que d'abord, dans un premier temps, il faut vivre pour soi et selon sa conviction. Et Annabella, j'ai voulu construire un personnage comme ça, mais quelqu'un qui aurait mal digéré Simone de Beauvoir, quelqu'un qui n'aurait pas compris Simone de Beauvoir. Donc à un moment donné, elle dit, on attend toujours des autres qui nous donnent un rôle, le rôle de petite amie, le rôle d'amie, etc. Et moi, je veux vivre pour moi. À un moment donné, il y a un passage comme ça, où elle est très orgueilleuse. Elle dit, mais la littérature, elle regarde son père un peu de haut, elle dit, mais tu ne comprends pas la littérature, ce n'est pas ça. Je préfère mourir que de lire des essais qui me racontent la laideur du monde que je vois déjà. Elle a vraiment un ego surdimensionné. Et en même temps, à la fin du livre, à la fin du roman, la vérité de la littérature, elle est donnée par quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience qu'elle. C'est son professeur d'université. Donc Annabella est un ego. Et j'ai mis en scène un ego que j'ai voulu détruire. J'ai voulu montrer comment on pouvait avoir un orgueil surdimensionné de la littérature et foncer dans un mur. Parce qu'elle va jamais réussir à écrire le livre qu'elle ambitionne. Elle va se retrouver, on découvre qu'elle est très seule et très isolée. Et on découvre en fait que c'est un imposteur. C'est un écrivain qui n'écrit pas. Elle fait croire aux autres qu'elle écrit, mais elle n'écrit pas. Et ça vous fait pas? Ça m'a fait plaisir de l'écrire. Ça m'a rendue très heureuse de l'écrire. J'ai beaucoup ri. Parfois, j'ai été triste. Et en fait, je pense qu'Annabella, c'était un peu moi quand j'avais 22 ans. Et quand j'ai... Alors, j'avais 28 ans, hein, quand j'ai... Oui, 28, 29 ans, quand j'ai commencé à écrire. J'ai abandonné, j'ai repris, j'ai abandonné. Et donc, il y avait une maturité de l'expérience, un recul. Je regardais un peu avec une distance mêlée d'amertume et d'amusement. Je regardais Annabella avec une certaine distance amusée. Quand on est, par exemple, imaginons, vous avez 30-40 ans, vous êtes dans une librairie, vous voyez deux étudiants rentrer, et ils vont vous parler des livres. Oh, moi, je lis pas ça, c'est extrêmement bête, etc. Et vous les entendez parler, et vous avez l'impression de vous revoir, vous, il y a 10 ans, avec cet ego. Ce je ne lis pas de littérature contemporaine, il n'y a pas de bons écrivains, il n'y a pas de bons écrivains contemporains. Voilà. Oui. Une question. Alors, on va t'apporter un micro. Alors, moi, j'avais lu quelque part qu'un grand écrivain, avant la parution de votre livre, vous avait dit, qu'il avait dit beaucoup de bien de votre livre, et avait dit notamment que l'une des clés, c'était qu'il échappait à la politique. C'était un roman qui n'était pas vraiment idéologique. PM, le nom de famille.
Je Bon, ne c'est toi qui m'as dit, m'exprimerai en pas vrai, c'est là-dessus. toi qui m'en avais parlé. Oui, bien sûr, je vous en ai parlé, mais mais en fait, je vais... c'est une qualité rare, en fait, Oui. d'avoir un roman qui parle de questions comme celle-ci et qui, en même temps, échappe à l'idéologie. Qu'est-ce qui explique ça, d'après toi? Je pense que même les romans les plus sublimés ont une question qui est pourquoi ce monde est comme il est. Et Annabella, Annabella, c'est quelqu'un qui est extrêmement en colère, c'est une marginale, et elle ne comprend pas sa marginalité. Et donc, alors le sujet principal, c'est le deuil. Donc moi, je commence à écrire en parlant du deuil, mais quand je présente les personnages du père, bah, sans faire exprès, sans y songer, je décris des relations de domination et de violence. Mais ce n'est pas mon sujet principal. Donc en fait, l'idéologie ne sera jamais... parce qu'en fait, je suis beaucoup plus attachée aux émotions et aux sensations qu'à la politique, mais peut-être parce que je ne suis pas fondamentalement intelligente, je suis pas, enfin, au sens où je ne suis pas capable d'abstraction. Je sais, j'en ai conscience, je suis quelqu'un de très émotionnel, de très sensible, mais je ne suis pas capable d'atteindre la pensée purement abstraite, et donc je ne ferai jamais de grands romans théoriques. C'est une Voilà. qualité rare et c'est une des Merci. clés Merci, de c'est l'alchimie gentil. de ce Alors, roman. pour être transparent, c'est un ami, c'est pour ça qu'il dit ça. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, derrière. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Et moi, c'est une question pratique. Comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous donner des recettes pour équilibrer ou concilier la transmission, la lecture, l'écriture, la réalité? Est-ce que vous avez une discipline? Est-ce que vous attendez que les choses viennent? J'aimerais discipliner, mais je ne le suis pas. Roman, je sais pas. J'aimerais discipliner, mais je ne le suis pas. Mais j'ai un peu regardé les carnets de lecteurs, d'écrivains que j'admire. Et j'ai remarqué que la plupart des écrivains, les journaux d'écrivains, les carnets d'écrivains que j'admire, ils partent d'une émotion. Donc ça va être la scène avec maman, chez Proust, maman qui lit. Et en fait, il va partir de la voix de la mère, et là, il va déployer les premières pages, etc. Donc ça part d'une émotion à chaque fois, mais l'émotion ne suffit pas à faire un texte. Et il faut avoir une expérience sensible du monde. Les seuls moments où je n'ai pas écrit, c'est quand j'étais enfermée chez moi. Et pourtant, je pensais qu'en m'enfermant, j'allais pouvoir écrire. Or, il faut avoir vécu pour pouvoir écrire. Et simplement, en fait, on le voit dans les dialogues. Quand on parle et qu'on est enfermé chez soi, on n'a que sa propre voix. On n'arrive pas à rendre compte des autres mondes, des autres résonances. Donc je pense que c'est une dialectique qui est exigeante et difficile, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir préserver de la solitude, il faut pouvoir avoir un rapport rigoureux, au sens où il faut être un grand lecteur, mais en même temps, comment être un grand lecteur face aux sollicitations extérieures, et en même temps, comment écrire quand on admire trop des auteurs. Moi, j'ai des amis qui sont de très grands lecteurs et qui sont devenus presque des gens amers. Je ne peux pas écrire parce que qu'est-ce qu'on peut écrire après Proust? Et j'ai eu une conversation comme ça avec un collègue. Non, je n'écrirai jamais parce que qu'est-ce qu'on peut écrire après Proust? Et je lui ai dit, mais en fait, Proust n'aurait même pas supporté que tu le prennes. Lui-même, il a souffert. Les dernières pages dans le temps retrouvé, le personnage narrateur se retrouve chez Gilberte de Saint-Loup, anciennement Gilberte Swann. Il est dans un bureau, une bibliothèque, et Gilberte a un livre, c'est La fille aux yeux d'or. Et donc il demande, mais que lis-tu, etc. Est-ce que tu pourrais me prêter? Et donc me prêter un livre, et lui prête le journal des Goncourt. Les Goncourt, à l'époque, ce sont les grands auteurs de l'époque. C'est un peu comme Houellebecq, voilà. C'était les grands auteurs de l'époque, importants, classiques, admirés, étudiés, etc. Et le narrateur monte dans sa chambre et lit le journal des Goncourt. Et il est écrasé. Il est écrasé, il se dit, mais je ne pourrais jamais être un écrivain comme ça. Je ne comprends même pas comment on peut écrire comme ça. Et à la fin, donc pendant longtemps, le personnage a une crise où il n'écrit plus. Il n'écrit plus et il recommence à écrire à la mort de son ami, Robert de Saint-Loup. Il va dans une maison de santé, il revient.
Et il écrit surtout parce qu'en fait, il se reconnecte avec la première émotion de la littérature. Il retombe sur un exemplaire de François Le Champy, que lui lisait sa maman. Le plaisir simple de la lecture, en oubliant les grands auteurs qui peuvent vous écraser. Et je pense qu'en fait, Proust lui-même n'aurait pas apprécié qu'on se serve de lui comme le grand auteur écrasant après qui on ne puisse pas écrire. Donc, je pense qu'il faut cultiver une forme d'humilité. Tous les grands auteurs ont raté des livres. Ce n'est pas grave de ne pas être un grand auteur. Il faut aussi des auteurs modestes. L'essentiel, c'est de faire chaque jour un peu son travail. Donc, chaque jour, quand même. Bah, c'est une question... Chaque jour, j'essaie. Je vous dis ça, mais il y a des fois, j'ai des copies. Donc, je fais mes copies. Réserver un peu de temps, quand même, quand on écrit son journal. Oui. Ou à l'écriture. Non, alors moi, je ne tiens pas de journaux parce qu'en fait, là, j'ai lisé le journal de Camus. Et c'est très beau, c'est très intellectuel, mais Camus est un esprit brillant. Donc moi, à chaque fois que je lis des journaux, je me dis, mais pourquoi je tiendrais un journal pour dire quoi? Que j'ai mangé des pommes de terre, j'ai fait des copies. Enfin, moi, j'ai pas des choses intéressantes à dire. Des quoi. émotions, par exemple. Oui, bien sûr, on peut tenir un journal. Après, je pense que le mieux, c'est d'écrire son texte et de revenir, de ne pas abandonner ses personnages et d'y revenir souvent. Parfois, on n'a pas envie d'écrire. Parfois, on n'a pas le temps parce qu'on a une vie matérielle, organique. On peut être malade, on peut avoir mal au dos. Donc, on ne peut pas travailler, on peut avoir des copies à corriger, donc on corrige les copies. Et parfois, on est empêché. Mais ce n'est pas grave, il faut demeurer, il faut le garder comme un idéal. Disponible. Oui, il faut rester disponible pour la littérature. En tout cas, si c'est quelque chose qu'on aime, quand je n'écris pas, je lis. Et quand je ne lis pas, j'écris. Donc, de toute façon, c'est lié. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Ève, pour cette rencontre. Merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. On va pouvoir continuer la rencontre autour d'un verre. Je voulais juste vous dire que cette rencontre est co-organisée par donc, le média culturel Zone Critique. Vous avez ici Pierre, cofondateur du média, et Julie, notre secrétaire de rédaction, qui est juste derrière. Donc voilà, si vous souhaitez vous renseigner sur ce média, n'hésitez pas à venir nous voir ce soir. Et puis si vous souhaitez vous renseigner sur les activités de réseau, vous pouvez aller voir Anne. Je ne sais pas où se trouve Anne, juste derrière. Voilà, on organise plein de stages de méditation, de rencontres autour de la pratique de la méditation. Et je vous invite toutes et tous à venir vendredi prochain, puisqu'on reçoit l'écrivain Grégoire Bouillet, qui est un des écrivains les plus importants de notre époque, qui va nous parler de son ouvrage Le syndrome de l'orangerie, voilà, sur l'aventure picturale des nymphéas de Claude Monet. Donc ça regrette presque de vivre à Lyon. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vendredi prochain, ce sera une très belle soirée aussi. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup.